Il n'y a pratiquement plus de doute. Dominique Bussereau annonce que le canard sauvage retrouvé mort dans l'Ain est très probablement atteint par le virus de la grippe aviaire. Une réunion interministérielle a eu lieu à Matignon. La France qui met en place un dispositif d'alerte. Arrestation du gang soupçonné d'avoir séquestré et torturé à mort le jeune Ilan. Le chef du groupe est en fuite. Les 13 personnes interpellées venaient d'un quartier de Bagneux. L'argent facile et la violence gratuite sont les mobiles avancés par les enquêteurs. Dans l'affaire Giraud, depuis plusieurs heures, sont entendus par le juge 4 personnages clés. Une confrontation entre le principal suspect, Jean-Pierre Trébert, son ami, la tante de Géraldine Giraud et la patronne d'une brasserie dont le témoignage est essentiel. L'heure des soldes, l'heure au bilan, les soldes d'hiver s'achèvent. Pour une majorité de commerçants, les affaires ont été moins bonnes qu'espérées. Il l'aimait, il l'a peinte à l'infini. Picasso avait Dora Maar pour compagne et pour muse. Elle l'a profondément inspirée. Cette femme indépendante, photographe de grand talent, a établi avec lui un dialogue artistique que le musée Picasso retrace à travers une merveilleuse exposition. Madame, Monsieur, bonsoir. La France, à son tour, pourrait connaître son premier cas de grippe aviaire. Les analyses sont en cours, mais il n'y a pratiquement plus de doute. 90% de probabilité, nous dit le ministère de l'Agriculture. Le canard sauvage découvert mort dans l'Ain serait bien un porteur du virus H5N1, le plus pathogène. Dès la nouvelle connue, Dominique de Villepin a réuni autour de lui à Matignon les ministres concernés. Sur place, dans le Marais des Dombes, une zone de surveillance a été instaurée. La France serait donc le 7e pays européen à être touché. Cette progression préoccupe les autorités sanitaires, mais pas de psychose. Rappelons qu'à ce jour, il n'y a aucune contamination d'homme à homme. Nathalie Sapena, Virginie Fichet. Des marais où des milliers d'oiseaux migrateurs passent l'hiver. C'est là, dans la Dombe, qu'a été retrouvé un canard sauvage mort, vraisemblablement porteur du virus H5N1 de la grippe aviaire. Un canard plongeur mis loin, comme celui-ci, qui vient d'Europe de l'Est et de Russie pour passer l'hiver en France. La Dombe, une région à risque qui, comme toutes les zones humides, faisait l'objet d'une surveillance rapprochée des services vétérinaires. Il ne faut pas paniquer, c'est pas une volaille, c'est pas dans un élevage, c'est pas dans une basse-cour, c'est un oiseau sauvage. Des oiseaux sauvages morts, on en trouve toujours à cette saison dans notre pays. Simplement là, il y a risque du virus, d'où ces mesures de précaution. Sur place, pour l'instant, pas d'affolement. Le maire se prépare à appliquer les mesures d'urgence. Il y aura un confinement total des volailles dans un rayon de 10 km. Et puis aussi demander à la population d'être vigilant et de bien signaler chaque fois, enfin s'ils trouvent un oiseau mort. Le canard a été découvert lundi dernier et immédiatement envoyé dans ce laboratoire de référence en Bretagne. Les résultats définitifs seront connus d'ici 24 heures. Avec la France, le virus poursuit ainsi sa progression en Europe. Il est entré en octobre dernier en Roumanie, puis s'est répandu en Turquie, Russie, Croatie, Ukraine, Chypre, Grèce, Italie, Bulgarie, Autriche, Allemagne et Slovénie. Pour les éleveurs de poulets et de canards, c'est une très mauvaise nouvelle. La consommation de volailles est déjà en chute de 20%. Écoutons tout de suite le ministre de l'Agriculture, Dominique Bussereau, propos recueillis à la fin de la réunion à Matignon. L'analyse a montré la présence de la grippe aviaire, du virus H5, et à 90%, il s'agit du virus H5N1, c'est-à-dire celui qui est le plus pathogène et le plus dangereux. Je dis à 90% parce que l'AFSA, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, continue ses études. Il lui faut un délai d'une trentaine d'heures pour avoir la certitude à 100% qu'il s'agit bien de ce virus, mais d'ores et déjà ce qui a été trouvé montre qu'il s'agit d'un virus dangereux, donc qui correspond à la grippe aviaire. La réunion interministérielle autour de Dominique de Villepin s'est donc achevée il y a quelques instants. Vous êtes en direct, Nicolas Châteauneuf, pour peut-être les premières informations qui ont filtré de cette table ronde. Oui, Béatrice, en fait, la réunion rassemblait autour de la table Dominique de Villepin, Premier ministre, mais aussi Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, et également les différents responsables des services sanitaires concernés. Alors, pendant une demi-heure, les personnes présentes ont fait le point sur la situation à Joyeux. Ils ont rappelé donc
donc qu'il y avait un canard qui avait été confirmé au virus H5. Il faudra toutefois attendre 30 heures pour avoir une confirmation absolue qu'il s'agit bien du virus H5N1. Les protagonistes ont également expliqué et rappelé que la zone des 3 km située autour de Joyeux sera normalement imperméable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas y pénétrer. Et puis il y a cette zone de 10 km où le confinement est ordonné. Xavier Bertrand en a aussi profité pour rappeler plusieurs précautions, comme par exemple celle de ne plus nourrir les animaux sauvages, que ce soit en ville, comme les pigeons, ou à la campagne. Et puis également, Xavier Bertrand en a profité pour rappeler aux personnes qui verraient, qui pourraient voir donc un animal mort, un oiseau mort, ces personnes doivent le signaler aux services compétents. Si ceux-ci ne sont pas dans repérage, il faut composer le 15 et le 18 tout simplement. Et puis Xavier Bertrand a également rappelé deux choses, c'est qu'il s'agit pour l'instant d'une épizootie, cela ne concerne que des animaux, il n'y a pas encore de cas humains bien sûr en France, et puis que bien sûr on peut encore consommer du poulet, le virus meurt à la cuisson à 60 degrés. Merci Nicolas Châteauneuf. Vous l'avez dit, je vous propose maintenant de voir très concrètement quelles sont ces mesures que la France a mises en place. D'abord, un seul numéro, le 18, si vous découvrez un oiseau mort. François-Julien Piednoir. Des oiseaux morts sur une plage, un sentier ou un étang, pas de panique. La conduite à tenir est simple et cruciale. Il faut surtout ne pas y toucher et informer notamment les services vétérinaires. Ils vont alors procéder à plusieurs examens sur l'oiseau. S'il y a une suspicion, une zone de protection de 3 km est mise en place autour du lieu où a été retrouvé l'oiseau. Puis, une autre zone de surveillance de 10 km. Dans ce périmètre, les vétérinaires vont contrôler l'état sanitaire des volailles et aucune entrée ni sortie de ces animaux ne sera autorisée. Imaginons alors que l'oiseau se révèle infecté par le H5N1 et un élevage suspecté d'être contaminé. Les bêtes seront alors séquestrées, les mouvements du personnel seront contrôlés et les véhicules désinfectés. Scénario extrême, en cas d'infection révélée de l'élevage, les mesures seront radicales. Abattage des volailles, destruction de leurs cadavres et désinfection des locaux. L'État promet alors de prendre en charge les pertes subies par les éleveurs dont les volailles seraient abattues. La décision de rendre le confinement obligatoire des volailles prend toute sa mesure aujourd'hui avec donc la probable découverte d'un oiseau sauvage atteint par le virus en France. Reste que l'instauration de ce dispositif, selon les cas, les régions et les élevages, ne va pas se faire sans difficulté. En Bresse notamment, les éleveurs demandent à continuer à sortir leurs volailles pour bénéficier de la fameuse appellation d'origine contrôlée. Benoît Bringer, Philippe Évêque. L'image est de plus en plus rare, des poulets à l'air libre. Ceux-là ont encore l'autorisation de sortir de 14 h jusqu'à la tombée de la nuit. Et pour cause, ce sont des poulets de Bresse, les seuls à bénéficier en Europe d'une appellation d'origine contrôlée. Pour cet éleveur, impossible d'envisager un confinement total. S'ils ne sortent pas, c'est plus des poulets de Bresse, puisque dans les textes de l'appellation, ils doivent sortir pour leur équilibre alimentaire. Obligation donc pour ces poulets de se nourrir naturellement et à l'extérieur, sous peine de perdre leur label. Dans ce département où le confinement est obligatoire, les volailles de Bresse bénéficient donc d'une dérogation. En contrepartie, les éleveurs doivent se soumettre à des mesures très strictes. L'installation de grillages par exemple, pour limiter le parcours des poulets et éviter tout contact avec des oiseaux sauvages. Un dispositif coûteux. De l'ordre de 3 000 à 4 000 euros, on arrivera vite à ces tarifs-là. Oui. Et sur un chiffre d'affaires de Sur un chiffre d'affaires de 30 000 euros, et bon, c'est toujours du travail supplémentaire et des contraintes supplémentaires. Autre mesure, une surveillance accrue. Ce vétérinaire effectue des visites régulières. Le but, s'assurer que toutes les précautions sont prises. On vérifie d'une part qu'effectivement l'aliment est bien distribué exclusivement à l'intérieur du bâtiment, l'abreuvement également, hein, donc il n'y a pas de conditions pour attirer des oiseaux sauvages autour du bâtiment. Après l'annonce d'un possible cas de grippe aviaire dans le département, les éleveurs de Bresse vont-ils continuer à bénéficier de leur dérogation? Tous se posent désormais la question. La décision doit être prise dans les prochains jours. Deuxième titre de ce journal, l'arrestation du gang soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration du jeune Ilan, qui est mort après avoir été torturé pendant plus de 3 semaines dans un appartement de Bagneux. Le chef de la bande est en fuite. La barbarie et la violence gratuite s'ajoutent à l'attrait de l'argent facile. Sous les verrous ce soir, 13 personnes, de jeunes adultes qui se répartissaient les tâches. Tous ou presque ont grandi dans cette cité difficile à Bagneux. Zinedine Boudaoud, Éric Messi.
Il a 26 ans. C'est lui qui se prétend le chef du gang des barbares sous le nom de The Brain of Barbarians, c'est-à-dire le cerveau des barbares. Suspect numéro 1 pour la justice, Youssef Fofana court toujours. Il vivait dans ce quartier de Bagneux en région parisienne. La nuit dernière, il a échappé au coup de filet de la police, pas ses complices supposés. 12 d'entre eux ont été interpellés, la plupart ici, un autre en Belgique. Ils sont âgés de 17 à 32 ans et seraient tous impliqués dans l'enlèvement et la séquestration d'Ilan Halimi. Il semble qu'il faille distinguer ceux qui étaient chargés de l'enlèvement proprement dit, c'est-à-dire l'action violente de saisie de l'otage, et qu'il y avait un autre groupe qui était plutôt chargé d'assurer la détention des geôliers en quelque sorte. Ilan Halimi a été détenu et torturé pendant 24 jours dans un appartement retrouvé par les policiers dans cette autre cité de Bagneux. Le jeune homme est tombé dans un piège tendu par ses ravisseurs sur son lieu de travail. Une jeune fille a servi d'appât. Le gang a utilisé plusieurs filles dans ce rôle. L'une d'entre elles est à l'origine des arrestations. Ses proches l'ont reconnue dans ce portrait robot. Hier soir, elle s'est livrée au commissariat de Montrouge et a tout raconté. Avant Ilan Halimi, la bande avait déjà fait 6 ou 7 tentatives d'enlèvement différentes. Selon les premières auditions, le mobile semble avoir été le même, l'argent. Ilan Halimi a été retrouvé près de cette voie ferrée, agonisant. 3 semaines après son rapt, il n'a pas survécu à ses blessures. À Bagneux, c'est la stupéfaction. Les habitants et les voisins de la cité ont appris que c'est dans un appartement d'un des quartiers qu'a été séquestré Ilan Halimi, dont les obsèques se sont déroulées ce matin au cimetière de Pantin. Et spontanément, des bougies ont été déposées près de son lieu de travail. Anouk Burel, Vincent Ferreira. Fermé, en mémoire d'Ilan, lit-on sur le papier. Les commerçants du quartier n'ont pas eu le cœur à travailler. Eux sont venus spontanément apporter des fleurs, des bougies, lire des prières sur le boulevard Voltaire, à Paris. Mais c'est pire qu'une tuerie. C'est une véritable boucherie. On est révoltés. Les commerçants ne veulent pas parler. Je dis tout haut ce que je pense. À un animal, on n'aurait pas fait ça. Le jeune homme a été enterré dans la matinée et l'arrestation des membres présumés du gang soulage dans le quartier. J'attendais ça avec impatience, c'est un vrai plaisir d'entendre qu'ils ont été arrêtés. Ici, la majorité pense que l'enlèvement avait un caractère antisémite, même si à ce jour, l'enquête ne le démontre pas. Au quartier des Tertres, à Bagneux, où les interpellations ont eu lieu, les habitants n'en reviennent pas. Le chef de gang habitait dans cet immeuble. Sa famille est effondrée, ses voisins atterrés. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu calme. Des enfants, ils disaient bonjour aux enfants, rien du tout. Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, ne cache pas son émotion. Je suis émue, bien sûr, c'est une situation difficile pour notre ville et pour ses habitants, bien évidemment, quand il arrive une chose d'une telle importance, un tel drame. Dans la matinée, les habitants ont appris que le jeune Ilan aurait été séquestré dans cet immeuble. Une rue calme, dans une cité sans problème. Nouvel épisode dans l'affaire Giraud. Depuis plusieurs heures sont entendus par le juge 4 personnages clés. Une confrontation entre le principal suspect, Jean-Pierre Trébert, et son ami, la tante de Géraldine Giraud et la patronne d'une brasserie dont le témoignage est essentiel. De cet interrogatoire, on attend un certain nombre d'éclaircissements avec une question au centre du dossier. Ces personnes se connaissaient-elles? Jacques Cardoz, Carole Gréco. Après 14 mois d'enquête, ils se voient pour la première fois ensemble dans le bureau du juge. Jean-Pierre Trébert, suspect numéro 1, Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud, et Patricia Darbo, une amie de Trébert. Tous 3, mis en examen dans le dossier, ont été entendus durant plusieurs heures cet après-midi. Ils ont dû s'expliquer sur une réunion à laquelle ils auraient participé quelques semaines avant la disparition des 2 femmes. Selon les responsables de cette brasserie de Fontainebleau, les 3 protagonistes sont restés un moment attablés, discutant à voix basse. Un élément qui repose principalement sur le témoignage de la gérante. Aujourd'hui, elle a dû faire face maintenant à ces accusations. Elle qui a reconnu le manteau que portait Van Kempen à l'époque. Mais un autre employé du bar est moins catégorique. Pour une, elle a les cheveux blonds. Pour l'autre, elle a les cheveux roux prunes. Pour la première, elle a les cheveux en chignon. Pour le second, elle a les cheveux tombant sur les épaules. En toute hypothèse, de toute manière, le serveur de ce bar n'a pas reconnu formellement Madame Van Kempen comme ayant participé à cette réunion.
Mais pour l'avocate des parents de Géraldine Giraud, d'autres éléments pèsent sur les épaules de Marie-Christine Van Kempen. Je n'exclus plus l'implication parce qu'on a retrouvé chez elle un certain nombre d'éléments matériels qui peuvent laisser penser qu'elle a une implication dont je ne connais pas le niveau aujourd'hui. À la cave, des traces de chloroforme ont été retrouvées et au grenier, un ruban adhésif semblable à celui retrouvé sur les corps des victimes. Selon les enquêteurs, des cris ont également été entendus le 1er novembre au soir, toujours au domicile de Mme Van Kempen. Et puis, il y a les lettres adressées à Géraldine et Katia, des lettres dans lesquelles elles regrettent leur union. Autant d'éléments troublants mais pas forcément décisifs. Elle qui nous soutenait ne pas connaître Trébert, tout comme les victimes. J'ai jamais entendu parler de cet homme-là. Non, jamais. Ni de l'une ni de l'autre. Ça, je pense pas qu'elle le connaissait. Selon nos informations, Jean-Pierre Trébert n'a fait aucune déclaration d'importance ce matin et la confrontation devrait se poursuivre dans la soirée car l'un des serveurs n'a pas encore été entendu. Toujours au chapitre judiciaire, on vient d'apprendre que Stéphane Croth a été condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. Cette condamnation en appel est inférieure à celle qu'il avait eue en première instance en octobre 2004. L'épidémie de chikungunya a, selon un dernier état des lieux publié aujourd'hui, touché 110 000 personnes à La Réunion et pour la première fois sont évoquées les morts provoquées directement par le virus. Le nombre de décès suspects depuis le début de l'épidémie inquiète. Peut-être n'a-t-on pas su prendre toute la mesure de cette maladie. Jean-François Firet, Nicolas Châteauneuf. Pas de commentaire pour l'instant. Aucun commentaire. Il n'a pas le temps et pour cause. Le patron de l'Institut de veille sanitaire est convoqué par le ministre de la Santé pour tenter de répondre à une question. Oui ou non, le chikungunya est-il mortel? A priori oui, si l'on en croit un communiqué du ministère qui ce matin évoquait l'existence de 52 certificats de décès. 48 retenaient le chikungunya comme cause indirecte et 4 comme cause principale. Cependant, le ministre le reconnaît, on n'est sûr de rien. Les familles n'ont pas souhaité faire d'autopsie et je respecte leur décision par rapport à la douleur qui est la leur. Mais moi je veux que l'on puisse justement faire ce travail. C'est aussi ce que j'ai indiqué aux chercheurs que j'ai rencontrés ce matin. Parce que même si la littérature scientifique, même si les scientifiques nous disent que cette maladie n'est pas mortelle, moi je veux en être certain. Seule certitude pour l'instant, lorsqu'on considère que le chikungunya est une cause associée au décès, cela veut dire qu'il frappe des personnes déjà fragilisées. La plupart du temps, c'était des personnes malades dont la maladie de fond se décompensait à l'occasion de la fièvre de chikungunya. À Saint-Denis, comme dans tous les hôpitaux de l'île, on dénombre jusqu'à 25 000 nouveaux cas par semaine. La moyenne hebdomadaire ne cesse de croître, ce qui fait dire aux spécialistes que l'on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Conséquence, les opérations de démoustiquage s'intensifient et la nervosité gagne. C'est vraiment un sentiment d'insécurité, mais d'insécurité par rapport aux produits balancés, pas par rapport au chikungunya. Le pire, c'est ce que font les humains, c'est pas ce que fait le moustique tout de suite. À ce jour, 110 000 personnes sont officiellement touchées, soit un réunionnais sur 7. Aux Philippines, c'est un pan de montagne qui s'est littéralement détaché dans le centre du pays. Le bilan toujours provisoire parle de centaines de morts et de disparus. Les pluies diluviennes à l'origine de ce glissement de terrain qui a entièrement enseveli un village rendent très difficile l'arrivée des secours. Philippe Visserias. Épuisée, traumatisée, mais vivante. Cette petite fille et quelques autres rescapés ont été arrachés à la boue par les premiers secouristes qui ont pu atteindre les lieux du drame. En milieu de matinée, un torrent de boue dévale la montagne et engloutit le village de Ginsaugong. Il n'en reste rien. Des centaines de maisons sont recouvertes par plus de 6 mètres de boue. Au total, les autorités locales parlent d'au moins 1500 disparus. Il y a eu comme une explosion au sommet de la montagne. Elle s'est disloquée et toute une partie de la montagne a été projetée dans la vallée. Apparemment, ce gigantesque glissement de terrain a été provoqué par des pluies torrentielles qui tombent depuis 6 jours dans le centre du pays. Gloria Arroyo, la présidente des Philippines, a promis l'acheminement rapide de secours. Mais autour du village, la boue a coupé de nombreuses routes, rendant la région difficile d'accès. Avec la nuit, les recherches ont été interrompues et les sauveteurs n'ont toujours aucune nouvelle des 250 enfants qui se trouvaient à l'intérieur de l'école, engloutis au moment du drame. Avant de gagner l'Inde dimanche dans cette région du monde où la croissance explose, Jacques Chirac est en Thaïlande pour une visite d'État de 2 jours. Accompagné de 5 ministres et d'une trentaine de chefs d'entreprise, Jacques Chirac souhaite vendre le savoir-faire français. Véronique Saint-Olive, Francis Forger.
Une visite d'État du président de la République française, la Thaïlande n'attendait que cela depuis 321 ans. Protocole et tradition, rien n'est laissé au hasard. 34 degrés à l'ombre, mais à 80 ans, le roi Bhumibol, avec ses 60 ans de règne, en a vu d'autres. Sous le dais, les épouses, elles, ont plus de mal. 5 ministres accompagnent Jacques Chirac. Michel Alliot-Marie a oublié qu'une femme ici ne porte pas le pantalon en présence du roi. À Bangkok, surplombant une circulation infernale, Jacques et Bernadette Chirac, en médaillon un peu kitsch, sourient à l'amitié des deux peuples. Calme et volupté au Palais Royal pour un dialogue harmonieux en français et qui n'est pas troublé par un service au ras de terre. Tradition d'hospitalité encore, avec la cérémonie de remise des clés de la ville. La chute de la reine Sirikit sera passée presque inaperçue. Encore une royale attitude. Ce soir, dîner de gala, l'occasion pour Bernadette Chirac d'expliquer aux souverains thaïlandais les secrets des faïences de Sèvres. Alors c'est porcelaine de Sèvres et c'est la couleur bleue. Derrière le faste et l'apparat, l'enjeu économique est important. La Thaïlande, avec près de 5% de croissance, s'apprête à lancer un programme de grands travaux, 35 milliards d'euros sur 5 ans, de quoi appâter les entreprises françaises. Jacques Chirac est venu en Thaïlande avec une trentaine de chefs d'entreprise. Alors au-delà d'une amitié resserrée, et alors que la France perd de nombreuses parts de marché en Asie, le président de la République espère bien, avec cette visite un peu exceptionnelle, inverser la tendance. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau est très sérieusement critiquée par l'institution judiciaire. C'est par une lettre au président de la République, appuyée par le plus haut magistrat français, que le CSM considère que ces auditions ont porté atteinte à la séparation des pouvoirs. Et c'est aussi au nom de la démocratie que la commission, qui a entendu Fabrice Burgaud, répond qu'elle n'a fait que son devoir. Karine Comazzi, Frédéric Vian. Enfin quand même, c'est notre liberté qui est entre vos mains. Les réponses sont un peu courtes quand même. C'est ce ton qui a mis le feu aux poudres. Un ton de procureur, selon les magistrats, qui s'en émeuvent auprès de Jacques Chirac. Dans cette lettre, le Conseil supérieur de la magistrature va jusqu'à rappeler les principes fondamentaux de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire. On a vu des parlementaires refaire à la place du juge le processus de décision. Ça serait inadmissible qu'un juge refasse la loi. De même, c'est inadmissible que des élus refassent la décision. Victime, selon le CSM, des dérives de la commission, le juge Burgaud, mais aussi le procureur. La semaine prochaine, ce sont les magistrats de la cour d'appel de Douai qui seront entendus. L'occasion pour leur syndicat de rappeler leur mission aux parlementaires. Que la commission se recentre sur son rôle, faire des propositions dans l'intérêt de l'ensemble de la société, plutôt que de s'amuser à mettre au pilori un certain nombre de responsables. Le rapporteur Houillon et le président Valigny n'ont pas souhaité s'exprimer, mais d'autres membres de la commission répondent qu'ils n'ont fait que leur devoir. Ces magistrats rendent la justice au nom du peuple français et les parlementaires sont les représentants du peuple français. Je trouve donc tout à fait légitime que les parlementaires aient un droit de regard sur la manière dont les magistrats rendent la justice. Il faut qu'il sorte quelque chose de cette affaire d'Outreau et pas une polémique entre deux pouvoirs, le judiciaire et le pouvoir législatif. L'avis du Conseil supérieur de la magistrature est maintenant sur le bureau du président Chirac, mais la loi ne lui impose pas d'y répondre. La commission reprendra ses travaux mardi prochain. Il était compagnon de la libération gaulliste de la première heure. Jacques Baumel, maire de Rueil-Malmaison pendant 34 ans, s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 87 ans. Une personnalité politique qui suscite ce soir de très nombreux hommages notamment de Jean-Louis Debré. Avec Jacques Baumel, l'une des dernières flammes de la résistance française vient de s'éteindre. La compagnie Ryanair, compagnie à bas prix, est mise sur la sellette. Un document filmé par nos confrères d'une chaîne britannique démontre un certain nombre de manquements aux règles de sécurité, de quoi sérieusement écorner l'image de cette compagnie qui transporte 35 millions de passagers par an. Claude Sampère, Arnaud Miguet. Ryanair dans la tourmente. Pendant 5 mois, 2 journalistes britanniques ont joué les apprentis hôtesses et filmé en caméra cachée le programme de formation de Ryanair et les conditions de travail à bord des appareils. Résultat, un documentaire édifiant d'1 heure diffusé sur une grande chaîne britannique. Un documentaire où Ryanair est accusé de manquer aux règles de sécurité, d'épuiser ses équipages et de mal nettoyer ses avions. Exemple. Pour la première fois, notre journaliste hôtesse va effectuer l'embarquement des passagers. Elle demande des consignes à sa supérieure.
Tu as 25 minutes pour le faire. Tu vérifies qu'ils ont bien la bonne carte d'embarquement avec le bon numéro de vol. Le personnel à la porte te dira de vérifier aussi les passeports. Tu t'assures seulement qu'ils ont bien un passeport. Tu n'y passes pas la journée. Tu déchires la carte d'embarquement et tu les laisses passer. Normalement, pour chaque vol, on doit contrôler les cartes d'embarquement et les passeports. Mais à Ryanair, on veut à tout prix que les avions ne restent que 25 minutes au sol. Alors parfois, on passe outre. Dans cette course contre la montre, on n'a pas le temps non plus de nettoyer les avions. Exemple, un enfant était malade ici au rang 21. Il a vomi partout. Notre journaliste hôtesse voudrait nettoyer les sièges, mais son chef a une meilleure idée. Utiliser de l'après-rasage pour masquer l'odeur. Quoi, tu vas cacher l'odeur du vomi avec ça? C'est mieux que de le sentir, non? Oh, c'est dégoûtant. Regarde, il y a même des traces de vomi. Du moment que ça sent pas. À la suite de la diffusion, les autorités françaises ont demandé des éclaircissements. La compagnie, elle, affirme qu'à part quelques entraves au règlement, le document n'a mis en lumière aucune faute grave concernant la sécurité. L'actualité au Proche-Orient avec la première réunion officielle du Conseil législatif palestinien. Ce sera demain. C'est à cette occasion que sera désigné le Premier ministre. Le Hamas, grand vainqueur des élections, refuse, vous le savez, de reconnaître Israël. Le Hamas qui devra désormais gouverner et qui souhaite former une coalition nationale. Parmi les députés élus et qui font partie du Hamas, nous vous proposons le portrait d'un de ces hommes qui fera, comme bien d'autres, ses débuts en politique. Laurent Boussier, Hofsen Nalbandian. Une barbe finement taillée, un discours totalement maîtrisé et le drapeau vert de l'islam suspendu dans sa voiture, Anwar Zaboun représente parfaitement le nouveau visage que veut donner de lui le Hamas. Un mouvement vainqueur des élections palestiniennes en quête de respectabilité. Israël existe là, derrière ce mur, c'est un fait. Le monde entier l'a reconnu. Nous aussi on le sait. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui les Israéliens occupent 80% de nos terres, les meilleures. Ils nous en laissent à peine 20%. À 37 ans, ce père de famille, titulaire d'une maîtrise de physique obtenue en Grande-Bretagne, fait donc partie des 74 députés du Hamas qui dès demain vont siéger au Parlement palestinien. Il y a 3 mois pourtant, Anwar Zaboun était encore en prison. Membre d'une organisation qui a revendiqué un grand nombre d'attentats suicides, il avait été arrêté une fois de plus par la police israélienne. Pendant les élections, nous avons dit, avec une main, nous continuerons à résister, avec l'autre, nous construirons un État. Notre priorité aujourd'hui, c'est reconstruire la société palestinienne avec des règles islamiques, trouver du travail aux Palestiniens, attirer les investissements. Pragmatisme dû aux premiers effets des réalités du pouvoir ou simple discours destiné à rassurer, difficile de savoir. Mais derrière le ton courtois du député, Anwar Zaboun reste un militant. Invité au cours d'un match de basket à remettre des cadeaux aux familles des martyrs, entendez des kamikazes, il a justifié une fois de plus les attentats suicides. Résistance ne veut pas dire terrorisme. Résister à l'occupation israélienne est notre droit. C'est un commandement divin. Les attaques suicides n'étaient qu'un des aspects de la résistance. Un discours parfaitement reçu par un public à qui d'avance. Nous espérons que le gouvernement Hamas fera ce que les Palestiniens veulent. L'indépendance, la liberté et la fin de la corruption. En attendant, devant l'église de la Nativité à Bethléem, Anwar Zaboun fait ses premiers pas d'homme politique. Il s'efforce d'expliquer à la minorité chrétienne de sa circonscription que le Hamas ne veut pas pour l'instant créer ici un État islamique où l'alcool serait interdit et le port du foulard obligatoire. Dans le reste de l'actualité en France, l'heure est au bilan. Les soldes d'hiver s'achèvent et pour une majorité de commerçants, les affaires ont été moins bonnes qu'espérées. En réalité, il existe une certaine différence entre Paris et la province, avec une nouvelle tendance, le développement du e-commerce sur Internet. Christelle Marty, Mathias Barrois. Cherchez par ici la bonne pointure, par là la bonne taille. Les derniers jours des soldes, pas toujours facile de faire des affaires, mais certaines ne perdent pas espoir. Ah, je fouille. On espère trouver des bonnes affaires, mais simplement c'est les tailles. Les tailles, c'est surtout les petites tailles qui restent. Tout est parti, il n'y a plus aucune pointure. Tout est parti ou presque, et pour cause. Ce grand magasin parisien a fait le plein pendant les 6 semaines de soldes, avec un chiffre d'affaires supérieur à l'an dernier. C'est un chiffre très important, c'est dans les premiers chiffres de l'année, c'est les meilleurs mois, c'est effectivement des mois de soldes. Ambiance plus calme chez les petits commerçants. Bilan des soldes mitigé.
Pour rester dans la course, beaucoup ont dû casser leur prix, mais les clients n'ont pas suivi. Les gens ont un problème d'argent très net, très précis et très important. Tout est budgété. Pour la Fédération de l'habillement, les soldes 2006 auraient quand même légèrement dépassé ceux de l'an dernier. Ça a démarré, mais après le soufflet est retombé, sérieusement. Et je pense que la circulation de Paris et tout a fait qu'on a eu du mal dessus. Par contre, la province a bien suivi et on a des bons résultats. Bons résultats aussi du côté des sites d'achat en ligne qui ont doublé leurs ventes en proposant de fortes remises dès les premiers jours des soldes. Le jour des soldes, ça peut être du moins 80. Alors, du moins 80, c'est de l'occasion du déstockage, mais ça peut être du 9 à moins 50, moins 60, moins 70%. Vous avez encore jusqu'à mardi prochain dans la plupart des départements pour faire les dernières affaires. Les Jeux Olympiques de Turin avec l'entrée attendue du border cross, une course en ligne de snowboard très spectaculaire, une discipline qui participe pour la première fois au JO, pas de médaille française, même si l'équipe tricolore fait partie des meilleures. Nathanaël de Rinxin, Gilles Jacquier. Elle aurait bien aimé quitter les Jeux Olympiques comme elle les avait commencés il y a 8 ans à Nagano, par une victoire. Malgré la présence de nombreux supporters, cet après-midi, sur la piste de Bardonecchia, Karine Ruby a raté sa sortie. La faute d'abord à une neige un peu collante et de mauvais temps lors des éliminatoires. La faute aussi à ce drôle de sport où le meilleur skieur ne termine pas forcément vainqueur. La faute enfin à une chute en quart de finale, rédhibitoire. Ouais, c'est dommage que ça finisse pas avec des larmes de joie, mais j'ai tout tenté, donc j'ai pas de regrets. Le border cross féminin a fait une entrée fracassante dans l'histoire des Jeux Olympiques. Des gamelles comme s'il en pleuvait, des chutes à tous les virages. Avant de penser à triompher, les bordeuses, comme on les surnomme, doivent d'abord essayer de terminer. Une faute de quart, une prise de risque. En finale, on assiste même à une sortie de piste. L'américaine Jacob Ellis pense avoir course gagnée, mais elle tombe juste avant la ligne en essayant de faire le spectacle. Son entraîneur est catastrophé. La Suissesse Tanja Frieden, qui pensait juste conquérir l'argent, se retrouve avec la médaille d'or autour du cou. Elle n'en demandait pas tant. Et la soupe à la grimace pour Brian Joubert, qui était absente du podium hier. Le patineur a mis en cause le système, mais a quitté le village olympique ce matin. Brian Joubert qui joue les mauvais perdants. Julien Benedetto. Il est 23h hier à Turin, et pour Brian Joubert, c'est la fin du rêve olympique. 4e après le programme court, le jeune Poitevin s'élance avec l'espoir de médaille chevillée au patin. Ambition de courte durée. Une main qui traîne sur la glace à la réception du premier saut lui barre logiquement la route du podium. Mais le patineur, amer, accuse les juges. Je suis déçu bien sûr par ma performance, j'ai fait des erreurs, mais là où je suis surtout déçu, c'est que je me rends compte qu'il ne faut plus prendre de risques. J'ai voulu tenter des difficultés, mais j'aurais dû faire plus simple et j'aurais eu la médaille. Éclair de lucidité ou parole de mauvais perdant. Une chose est sûre, Joubert est moins gracieux que ses concurrents, ici le russe Ploushenko, et donc systématiquement pénalisé sur les notes artistiques. Patineur athlétique, le français est condamné à multiplier les prouesses techniques. Mais plus que l'audace, c'est l'efficacité qui paye aujourd'hui. Il est vrai que le nouveau système aujourd'hui ne favorise pas les patineurs qui n'ont pas, les patineurs et les entraîneurs qui n'ont pas réfléchi en amont à utiliser au mieux le système. Et c'est peut-être ce qui s'est passé chez Brian et son entourage par rapport aux Russes. Avec un programme moins corsé, mais parfaitement exécuté, Evgeny Ploushenko s'est mis le jury et la médaille d'or dans la poche. Mais loin derrière lui, Joubert avait l'étoffe d'un dauphin, car le Suisse Lambiel, 2e, et le Canadien Buttle, 3e, ont mordu la glace eux aussi. Hier à Turin, il y avait de bons patineurs et une star, ou plutôt un tsar, le tsar de Saint-Pétersbourg. Il l'aimait, il l'a peinte à l'infini. Picasso avait Dora Maar pour compagne, pour muse. Elle l'a profondément inspirée. Cette femme indépendante, photographe de grand talent, a établi avec lui un dialogue artistique que le musée Picasso retrace à travers une formidable exposition, l'œuvre du peintre entre 1935 et 1945. Michel Monpontet, Diane Richard. Commençons par la fin, là où il ne reste rien. Dans cet appartement, Dora Maar a vécu jusqu'à sa mort. 50 ans sans Picasso, mais avec son souvenir partout. Il ne reste rien que des petits dessins d'insectes griffés dans le mur, à peine visibles.
Pablo s'amuse. Dora Maar, scandaleusement belle, son visage croise en 1936 la main vorace de Picasso. Pour l'histoire et l'éternité. L'éternité pour eux durera 9 ans. Elle est photographe, artiste. Rencontre. Picasso pose et ne fait rien. Cliché rare, car Picasso est toujours en train de faire quelque chose. Quand Picasso barbe bleue veut séduire une femme, il la peint. Dora Maar le fascine. Elle est une intellectuelle gauchiste, égérie du surréaliste, elle connaît tout le monde. Dora Maar partout, passion, avec un P comme peinture, mais aussi comme politique. Dora Maar en 1936, Dora Maar en 1944. Que s'est-il passé entre les deux? Elle a vu le monde s'effondrer autour de leur amour, autour de sa peinture. Le bombardement, la guerre civile espagnole. Picasso engage sa peinture comme on monte au front. Le visage de Dora Maar va raconter cet affreux glissement vers la barbarie. À Madrid, un nain se prend pour un géant. À Paris, Picasso, le vrai géant, le griffe. On est loin de la colombe pour la paix. Tout n'est alors que sang et cruauté. Les troupes de Franco victorieuses défilent à Séville. D'un balcon, Picasso dynamite cette farce. Une autre idée de la caricature. Dora Maar va accompagner tout ce travail et surtout photographier jour après jour le Guernica de Picasso. Dora Maar, Picasso, 1000 tableaux, mais aussi un couple dans la tempête. Dora Maar fut l'histoire d'une passion. Passion pour Picasso, mais peut-être dans un sens christique, c'est-à-dire un parcours douloureux au milieu de la folie des hommes. Dora partout, mais partout, le regard implacable d'un génie. Un mot de cinéma, c'est l'actrice française Eva Green, la fille de Marlène Jobert, qui a été finalement choisie pour incarner une James Bond girl dans les prochaines aventures de l'agent de Sa Majesté, Casino Royale, avec une sortie prévue en novembre prochain. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle le titre essentiel de l'actualité de ce vendredi. La France pourrait connaître son premier cas de grippe aviaire, 90% de probabilité selon le ministre de l'Agriculture. Et je vous rappelle que la France a mis en place un seul numéro d'appel, le 18, si vous découvrez un oiseau mort. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. À suivre la météo Patrice Drevet, puis le point route Julien Pascal, 20h50 quai numéro 1. À 22h30, les Jeux Olympiques avec l'épreuve de danse imposée en patinage artistique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.